Bonsoir à toutes et à tous. Alors, visiblement, il y a des petits caprices au niveau technologique, donc je vais faire sans. Donc moi, je vais vous parler des liens entre l'innovation et les transformations du travail dans une économie qui est donc une économie qui connaît aujourd'hui de nombreuses mutations. Alors, je vais essayer quand même donc d'afficher quelques petits éléments très rapidement. Alors, pour remettre en perspective, vous avez vu précédemment qu'il y a au CNAM une longue tradition de recherche et d'enseignement sur les questions de travail, notamment sur les liens entre santé et travail, comme cela a déjà été évoqué. Mais il y a aussi de nombreux travaux en sociologie du travail, par exemple, et plus récemment aussi en économie du travail. Donc moi, je suis arrivée au CNAM en 2016, au moment où le CNAM a intégré un centre de recherche qui s'appelait le Centre d'études de l'emploi, qui est devenu le Centre d'études de l'emploi et du travail. Donc vous avez ici simplement, j'ai reproduit la page d'accueil de notre site. Le Centre d'études de l'emploi et du travail, c'est un centre donc, que je dirige aujourd'hui, qui vise à développer une recherche pluridisciplinaire sur les questions de travail et d'emploi et qui s'appuie sur plusieurs laboratoires de recherche du CNAM avec lesquels donc, de nombreuses collaborations sont conduites, en particulier donc, le CRTD, le LIRSA, le LISE. Le laboratoire mesure aussi. Donc l'idée du CET, c'est d'être transversal au sein du CNAM et de proposer donc une recherche thématique sur le travail et l'emploi, en associant aussi des chercheurs qui viennent de l'extérieur du CNAM. Alors, je ne vais pas développer plus avant nos travaux. Ce que je voudrais ici montrer, c'est la manière donc, dont les résultats de certaines recherches que nous conduisons peuvent répondre à de grandes questions qui se posent aujourd'hui dans le contexte de l'économie dans laquelle nous vivons, qui est une économie sous tension. Je voudrais donc le développer au travers de trois points que je vais évoquer brièvement. La première source de tension, ça a été évoqué, c'est la nécessité de la transition écologique. Mais comme l'ont montré un certain nombre d'experts en la matière, la transition écologique, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc l'estimation qui avait été faite par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz qui a été publié l'année dernière, c'est donc un coût de 67 milliards d'euros par an, dont à peu près la moitié de dépenses publiques qui sont liées donc à la rénovation énergétique des bâtiments, qui sont liés à la modernisation des transports et au passage à des solutions qui sont des solutions non thermiques, etc. Et tout ça hors agriculture, alors qu'il y a aussi des enjeux du côté de l'agriculture avec les enjeux de la transition vers une agriculture biologique. Donc c'est un coût élevé et le point aussi qui pose problème dans la transition écologique, c'est qu'elle est fondamentalement inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle va toucher davantage des ménages qui sont souvent des ménages beaucoup plus fragiles, plus modestes, qui ont plus recours à leurs véhicules, etc. Donc ce sont des choses qu'on connaît bien, mais qui sont bien établies du point de vue de l'analyse économique. Donc il y a un risque pour les classes moyennes aussi, un risque de paupérisation lié à cette transition écologique, avec tous les enjeux économiques, politiques et sociaux que l'on connaît aujourd'hui. Le deuxième point donc, important évidemment dans le contexte que nous connaissons, c'est la question de la révolution numérique. Et quand je dis numérique, j'inclus dedans l'IA qu'on vient d'évoquer, mais en prenant une perspective un petit peu plus large. Donc on est dans un monde où il y a eu énormément de transformations, de nouvelles technologies qui se sont mises en place, mais malgré cela, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un ralentissement de la croissance de la productivité du travail, qui est la variable que l'on utilise le plus souvent en économie pour mesurer l'efficacité du processus productif. Donc je vous montre simplement un graphique qui montre sur longue période, donc on est sur depuis la fin du 19e siècle jusqu'en 2012, les tendances de la productivité, donc les grands ralentissements, bien sûr, c'est les périodes de guerre, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin. Vous voyez que donc on est dans une phase de décroissance historique de la productivité, et ça c'est vrai partout, même s'il y a des spécificités pour les pays les uns par rapport aux autres. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, c'est comme si les innovations étaient moins efficaces en termes de croissance économique. Alors pourquoi? Ça, il y a différentes explications qui sont données par des économistes spécialistes de ces questions. C'est parce que d'abord, quand on a déjà fait plus d'innovation avant, l'innovation supplémentaire va avoir un effet marginal sur la croissance qui va être plus faible.
c'est aussi parce que la nature des innovations est un peu différente. Aujourd'hui, on fait plus d'innovation incrémentale. On fait un petit bout d'innovation, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Quand on prend un smartphone, c'est en fait l'agrégation de plein de petites innovations. Ce n'est pas une grande innovation comme le chemin de fer. Et ça, c'est des choses qui, du coup, n'ont pas les mêmes effets sur la croissance. Alors, pourquoi c'est un enjeu? Parce qu'ensuite, les effets sur la croissance, c'est quelque chose qui va aussi déterminer les capacités de financement de l'économie, de la protection sociale à moyen terme, etc. Alors, d'un autre côté, on peut se dire aussi que c'est une bonne nouvelle, puisque s'il y a moins de croissance de la productivité, ça peut aussi permettre de développer plus d'emplois, puisque dans ce cas, on a quand même besoin encore aujourd'hui d'embaucher. Alors effectivement, c'est en partie le cas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a quand même toute une série d'emplois en croissance. Donc ici, vous avez les métiers qui sont les métiers en expansion à l'horizon 2030, selon un rapport de France Stratégie qui fait un exercice de prospective sur l'emploi. Et ce qu'on voit là, c'est que bien sûr, il y a des métiers qui sont des métiers dans les technologies numériques, etc. Il y a des métiers d'ingénieurs, mais il y a aussi des métiers du soin, de manière très importante, et des métiers, on va dire même aussi du lien social, comme les aides à domicile, par exemple. Et ça, ce sont des métiers qui ne peuvent pour l'instant pas, en tout cas, être remplacés par l'IA, même si on peut toujours avoir évidemment des doutes sur ce que nous réserve l'avenir, ça reste quand même encore aujourd'hui très peu probable. Donc l'idée, c'est que dans ces métiers, par contre, là aussi, on a des tensions, pour revenir sur mes 3 types de tensions, en particulier en termes d'attractivité des métiers, puisque ce sont des métiers qui restent, puisque ce sont des métiers en présentiel, puisque ce sont des métiers où on a besoin d'un contact physique, etc., qui vont rester des métiers qui sont souvent considérés et souvent réellement plus pénibles, donc avec des problèmes d'attractivité qui sont importants et qui, par ailleurs, ce sont des métiers fondamentaux dans la perspective d'une société qui est une société globalement vieillissante. Voilà, donc de nombreux enjeux autour de l'emploi qui sont finalement plus complexes que simplement de regarder les effets de telle ou telle innovation, en particulier numérique ou IA, sur l'emploi. Alors, deuxième temps de ma présentation pour cette fois-ci développer donc effectivement les conséquences des transformations en cours, donc des mutations que je viens d'évoquer, sur le travail. Donc, le point central des travaux que nous conduisons au CET et dans les laboratoires du CNAM, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'impact mécanique de l'innovation sur l'emploi ou le travail. Aujourd'hui, personne n'est capable de prévoir les effets sur l'emploi de l'IA, par exemple. Vous avez des fourchettes, mais ce sont des fourchettes extrêmement larges. Et on sait, en regardant les prévisions qui ont été faites par le passé sur d'autres innovations, qu'on se trompe souvent énormément. Alors, je prendrai un exemple. C'est l'exemple des caissières. Donc, vous avez eu toute une série de travaux dans les années 90 qui ont annoncé, et 2000, qui ont annoncé la fin des emplois de caissiers-caissières du fait du développement des caisses, de différentes formes de caisses automatiques, etc. Alors, ce qu'on voit en réalité, c'est que ça ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit, c'est plutôt une transformation des métiers de caissiers et caissières, y compris aux États-Unis, donc c'est pas seulement en France. C'est-à-dire que, comme finalement, on a quand même toujours besoin d'un certain nombre de personnes au contact du public. Donc le métier n'est plus le même. Ça peut être de la surveillance davantage quand vous êtes aux caisses automatiques. Ça peut être de l'aide sur la recherche de tel ou tel produit. Ça peut être de la mise en rayon. Ça peut être... Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a augmenté la polyvalence des métiers. Mais fondamentalement, le métier de caissier-caissière, avec cet intitulé-là, n'a pas disparu. Donc c'est un exemple de cas où en fait on a bien vu que le changement technologique a transformé le métier fondamentalement, mais il ne l'a pas fait disparaître, contrairement à ce qu'on avait comme a priori en fait dans ce domaine. Et alors cet exemple il est illustratif, mais on en a en fait plein d'autres, c'est-à-dire que l'idée générale c'est que fondamentalement le progrès technologique, d'abord ce qu'il fait c'est transformer les emplois. Il y a rarement un métier qui disparaît complètement du fait du progrès technologique, c'est plutôt des morceaux, des tâches que font les gens, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment se soucier des effets potentiels sur certains groupes de travailleurs, puisque comme ça a été dit précédemment, malgré tout, il y a des emplois, des métiers qui sont beaucoup plus fragiles
par rapport à ces questions, par exemple, du développement du numérique ou du développement de l'intelligence artificielle. Les métiers qui sont les plus fragiles, c'est ceux qui sont les plus répétitifs, parce que c'est ça que, effectivement, les IA, par exemple, vont être le plus capables de... c'est là-dessus qu'elles vont être le plus capables de remplacer, entre guillemets, l'humain, au moins sur certaines tâches. Et donc sur ce plan-là, on a là encore, je disais tout à l'heure que la transition écologique, elle est fondamentalement inégalitaire. Eh bien là aussi, on peut dire que les transformations technologiques en cours sont inégalitaires et risquent de toucher là encore une frange qui est en fait une frange d'emplois qui sont des emplois de niveau de qualification intermédiaire ou peu qualifiés. Mais qui ne sont pas non plus forcément les moins qualifiés, parce qu'encore une fois, les métiers du lien, les métiers donc, comme aide-soignante, même agent de propreté, etc., ne disparaissent pas. Ceux qui vont être transformés vraiment de manière très importante, c'est ceux qui sont un petit peu au milieu de l'échelle, des emplois de bureau dans lesquels voilà, on fait de la bureautique, on remplit des tableaux, on fait de la comptabilité, mais de base, sans vraiment analyser les phénomènes. Ça, c'est des emplois qui effectivement sont à risque de disparition, au moins pour une partie de leurs tâches, du fait du développement de l'IA. Donc voilà, donc le message c'est qu'il n'y a rien d'automatique, mais il faut être effectivement extrêmement vigilant sur ce qui se passe en termes d'inégalité au sein de l'emploi, parce que là, il y a de vrais enjeux, et il y a de vrais enjeux aussi de qualité des emplois, parce que l'idée c'est pas seulement est-ce qu'un emploi disparaît ou reste effectivement, c'est aussi quand il se transforme, est-ce qu'il se transforme en bien ou en mal, du point de vue des conditions de travail des gens qui les exercent. Et les technologies numériques comportent un risque d'intensification du travail pour tout le monde, que ce soit sur les emplois peu qualifiés, on en a parlé beaucoup pour les entrepôts, etc. Donc ça c'est vrai bien sûr, mais c'est vrai aussi à l'autre échelle des qualifications, à l'autre bout de l'échelle des qualifications pour des cadres. Par exemple, les ingénieurs de l'aéronautique, il y a eu des travaux qui montrent qu'ils sont plus sous pression du fait d'un certain nombre de procédures qui viennent aussi de l'utilisation de certains outils numériques. Donc voilà, tout ça c'est très important à prendre en compte. Et enfin, une dernière idée que je voudrais retirer des travaux que nous menons, c'est donc cette idée que les effets en question que l'on observe dépendent fondamentalement de la nature des organisations, de la nature de l'organisation du travail, puisque ce n'est pas mécanique. On va avoir observé des effets différents d'une même innovation selon la manière dont elle est mise en place. Et donc le modèle le plus favorable, selon les travaux qui ont été développés notamment en comparaison européenne, c'est le modèle qu'on appelle le modèle de l'organisation apprenante. Donc une organisation apprenante, c'est une organisation où vous avez une participation des salariés aux décisions, où vous avez donc un apprentissage qui se fait aussi au travail, au jour le jour, etc. Une vraie contribution des salariés aux décisions dans l'entreprise et au fonctionnement du processus de production. Ces organisations apprenantes ont de bien meilleures performances sur deux plans. En termes d'innovation, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus favorable quand on a une organisation apprenante, on innove plus, et ça même avec l'effet est aussi important que l'effet de la technologie pure quand on quantifie l'impact sur l'innovation des entreprises. Et par ailleurs, ces organisations apprenantes ont des effets positifs sur la qualité de l'emploi des gens qui y travaillent, de manière générale. Donc c'est vraiment un modèle gagnant-gagnant pour les entreprises, en termes de compétitivité, etc., et pour les salariés. Alors en France, ce modèle des organisations apprenantes, on en a à peu près 40%, un peu plus de 40% des salariés qui travaillent dans ce type d'organisation. C'est à la fois peu et beaucoup. On est en gros dans la moyenne européenne, mais c'est peu quand même parce qu'on est largement en dessous de certains pays, comme les pays du Nord ou même l'Allemagne, où on a plus de salariés dans ce type d'organisation, et avec des effets donc, qui sont des effets favorables que l'on souhaiterait aussi rechercher en France. Donc, pour conclure sur cette perspective un peu large sur les liens entre l'innovation, le travail et l'emploi, si je devais résumer ce que sont, selon moi, les
priorité aujourd'hui quand on se base donc sur cet ensemble de travaux. Je dirais que pour les pouvoirs publics, il me semble qu'il y a un enjeu fondamental qui est la question de la formation, et ça rejoint bien sûr évidemment les grandes missions du CNAM, formation initiale, mais surtout sur la formation continue, donc ce processus d'aller-retour qui permet à la fois aux individus de monter dans l'échelle des qualifications, d'éviter d'être effectivement rattrapés par un progrès technologique qui transforme ou qui fait disparaître certaines de leurs tâches, et puis qui permet aussi aux entreprises elles-mêmes de bénéficier des effets positifs de cet apprentissage. L'important, c'est d'avoir un lien entre l'entreprise et la formation continue, même de développer pour certains publics la formation sur le lieu de travail, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à aller dans une classe, donc il faut essayer de trouver des modèles innovants en matière de formation aussi. Et puis, bien sûr, soutenir la recherche et le développement. Donc, ça a été dit pour l'IA, mais de manière plus générale, effectivement, on a besoin de continuer l'effort, enfin, et pour la France, sans doute, de l'accentuer en matière de recherche et développement pour ne pas perdre pied par rapport à d'autres pays qui investissent davantage. Et après, c'est toujours cette question donc, de l'évolution de la productivité, où la France est quand même en dessous, pour le coup, d'un certain nombre de partenaires, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et puis, au niveau des entreprises aussi, il y a des choses à faire. Donc, c'est ce que je disais sur les organisations apprenantes. Il faut aller donc dans le sens d'une organisation du travail qui donne plus de place à la participation des salariés. Donc, ça veut dire plus de dialogue, notamment à l'échelon très local, pas forcément à un échelon qui est trop loin du travail concret, mais vraiment à l'échelon local. Et puis, ça veut dire aussi donc une place plus importante donnée donc à ces allers-retours entre formation et emploi qui, en France, sont insuffisamment valorisés. On ne sait pas bien, par exemple, valoriser les acquis de l'expérience. Ça aussi, c'est quelque chose que le CNAM connaît bien, la VAE, mais dans les entreprises, ça n'est pas forcément quelque chose qui est encouragé et pas suffisamment en tout cas. Et c'est des points qui sont vraiment importants aussi pour l'avenir dans tout ce contexte de transformation dont on ne connaît pas forcément bien tous les effets, comme j'ai pu le dire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.